Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Je suis avec Mathieu Bock-Côté en studio, qui est à Montréal. Salut Mathieu. Bonjour. Écoute, bien sûr, on va parler du nouveau candidat que le PQ va présenter dans Arthabasca, candidat vedette. Mais d'abord et avant tout, je veux parler des beaufs. Ouais. Alors, tu sais, quand Johnny est mort et décédé en France, on a comme redécouvert la beaufitude, les gens qui aiment Johnny, puis que, bon, il y a une certaine élite qui regardait de haut, hein, parce que la personne qui aime Johnny aime ça, boire son Pernod, est en Marcel l'été, etc. Mais là, il y a Rose Lamy, que je ne connais pas, mais tu vas m'en parler, qui vient de publier un livre en France qui s'intitule « Ascendant beauf » et elle parle du mépris qu'une certaine classe a vis-à-vis des gens qui, je sais pas, aiment Michel Sardou, par exemple. Ou Johnny Hallyday, ou Jean-Pax Meffray. Alors, c'est intéressant parce que le livre dont tu parles, c'est Eugénie Bastier, qui est grand reporter au Figaro, qui en a parlé dans sa chronique livre. Et ce qu'elle nous fait un portrait du mépris de la gauche culturelle, de la gauche mondaine, pour ce qu'on appelle les beaufs. Alors, le beauf, c'est quoi l'étymologie? C'est le beau-frère. Puis le beau-frère, dans notre esprit, on pourrait dire à la québécoise, c'est le beau-frère un peu colon. C'est le beau-frère, c'est l'habitant. C'est le beau-frère qui est pas vraiment maniéré. C'est le beau-frère qui aurait des réflexes du monde d'hier, un peu mononcle, probablement, on va dire, raciste aujourd'hui. Probablement, en fait, il y a tous les défauts. Qui aime les films des Charlots. Oui. Puis tu sais, c'est un personnage des Boys, mettons. Bon, oui. Puis qu'on présente comme tel, alors que ce qu'elle nous dit, l'auteur, Rose Lamy, c'est que c'est un peu plus compliqué que ça. Ce sont des classes populaires, des classes, ce qui existe partout en Occident, on dirait les petits blancs, les classes populaires, les classes moyennes inférieures, entre guillemets, qui ne sont pas parmi les catégories privilégiées du progrès aujourd'hui. Donc, catégorie privilégiée du progrès, on pourrait dire inversement, c'est la petite bourgeoisie culturelle, végane, diversitaire, qui doute de son identité de genre dans les centres-villes des métropoles occidentales. Ça, c'est des gens qui se regardent entre eux. Hein, ils ne pratiquent que le vélo-tourisme. Ils sont effrayés à l'idée qu'on puisse manger un jour un steak, bien qu'ils peut-être ont-ils le regret du barbecue de leur enfance. Mais quoi qu'il en soit, donc c'est cette espèce de catégorie sociale qui regarde de haut, plus largement, le monde ordinaire. Le monde ordinaire qui n'est pas toujours occupé à avoir comme souci d'être à jour idéologiquement et culturellement devant les codes branchés. Et moi, ce qui je trouve pas mal dans le portrait qu'en fait Eugénie Bastier et le livre de référence, c'est que la fille, c'est une fille de gauche elle-même. Donc, celle qui livre, c'est une fille vraiment de gauche qui se dit, un instant, derrière ce mépris des classes populaires, et bien, puis elle-même vient des classes populaires. Elle dit, bon, elle est franchement gauche, mais elle dit, j'ai l'impression qu'on me méprise. Moi aussi, je viens de ce milieu-là. Puis je vais te faire l'écho d'une conversation que j'ai eue récemment avec... c'était dans un souper à Paris. Et avec quelques amis, on est 4. Et puis un ami qui est un type... Je précise un gars de centre droit, mais brillant, évolué, cultivé, cosmopolite, plus beau que tous les beaux garçons mis ensemble. Il est insupportablement beau. Qui parle à un autre de mes amis qui, lui, est un type hyper brillant, mais qui vient d'un milieu populaire, lui, alors que l'autre est riche. Et puis se moque du fait que mon ami en question, qui vient des milieux populaires, est pas hostile à Jordan Bardella. Il n'est pas favorable, mais il n'est pas hostile. Et puis Jordan Bardella, c'est le chef du Rassemblement national. Alors là, l'ami riche dit à l'ami des classes populaires, alors il a fini par l'apprendre, cet alphabet, ton Jordan Bardella? Donc, autrement dit... Parce qu'il s'appelle Jordan Bardella, celui qui va peut-être se présenter au présidentiel à la place de Marine Le Pen et qui risque d'être élu. Il y a des gens qui lèvent un peu le nez parce que Jordan, en France, c'est un peu comme Kevin ici. C'est Kevin, c'est Steve, c'est un prénom, c'est Dylan. Puis par ailleurs, il y a d'excellentes raisons de ne pas appeler ses enfants Dylan, Brandon, Kevin et Steve. Il y a de bonnes raisons de ne pas le faire, ce qui ne veut pas dire qu'il faut mépriser les gens qui l'ont. Je pense qu'il y a des plus beaux prénoms dans la langue française que des prénoms qui viennent des séries télé américaines des années 80. Une fois que c'est dit, doubler la préférence, je pourrais dire, la préférence qu'on peut avoir pour Antoine plutôt que pour Dylan, doubler ça de mépris, là, c'est là qu'il y a une espèce d'erreur terrible, c'est-à-dire enfoncer quelqu'un dans son origine sociale, le surplomber de la certitude de moi, je suis moralement supérieur, toi, t'es un déchet des temps anciens, toi, tu dois voter RN, tu dois voter Trump, j'en sais rien, tu dois voter pour le Brexit, tu dois pas être pour l'immigration, et toi, t'es un déchet. Et c'est bizarre parce que la gauche, ce mépris-là vient
souvent des gens de gauche. Et la gauche est censée défendre le peuple, ça fait longtemps qu'elle a arrêté, méprise tout ce que le peuple aime. Ouais, franchement, la légende d'une gauche qui défend le peuple est une légende, justement. C'est une légende, c'est pas une réalité. Moi, j'aime donner toujours cet exemple-là. Lénine, on remonte à loin. Lénine constate que la classe ouvrière n'est pas favorable au communisme. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit on doit créer le parti qui sera le Parti communiste, qui sera la conscience d'une classe ouvrière qui, par elle-même, arrête à la social-démocratie. Globalement, la classe ouvrière, elle veut s'embourgeoiser, elle veut plus de biens matériels, elle veut avoir une vie plus confortable, mais elle veut pas être une chair à canon révolutionnaire. Puis Lénine dit, on ne peut compter que sur des intellectuels qui, eux, se sont détachés de la concrétude de l'existence et qui porteront la révolution. On peut dire que depuis un siècle, en fait, la gauche n'a cessé de chercher à trouver des catégories de substitution pour un peuple qui se refuse à elle. Donc, dans les années 60-70, il y a ce qu'on appelle la recherche d'un nouveau sujet révolutionnaire. Donc, quand on constate que le peuple, la classe ouvrière, veut pas faire la révolution, on va dire, qui va faire la révolution à la place de ça? Donc là, ça va être le grand séminaire à ciel ouvert, puis on va trouver quoi, finalement? Les minorités. On va dire, les minorités vont faire la révolution. Le problème, c'est que ce modèle-là était tenable seulement par la négative. Donc, les minorités ne se définissaient, par exemple, on va dire, les femmes, c'est une minorité, les minorités culturelles ou ethniques, c'est une minorité, les minorités sexuelles, c'est des minorités. Très bien. Le problème, c'est qu'elles ne se tiennent ensemble que par rapport au grand méchant Tom blanc hétérosexuel bedonnant qu'on a devant nous, et lui, c'est le méchant. Donc, tous ensemble, comme quand j'étais dans la cour d'école, on disait tout contre un contre la bonne. C'est bon. Eh ben là, la bande est contre le gros méchant Tom blanc dominant. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui en 2025, et on le voit partout en Occident, c'est que ces fameuses minorités qu'on devait fédérer sous le drapeau de la diversité émancipatrice ne s'entendent pas toujours nécessairement très bien. Qu'est-ce qu'on a vu, par exemple, aux Pays-Bas, à partir des années 2000, mais parmi les premières catégories sociales à basculer vers la droite populiste nationale, eh bien, c'était les homosexuels. Alors, on dit pourquoi les homosexuels? Parce qu'ils étaient les premiers à s'inquiéter de l'islamisation du pays, parce qu'ils disaient plus le pays s'islamise, et moins l'espace de liberté remarquable qu'on a gagné aux Pays-Bas dans une culture libertaire, eh bien, ça, on va le perdre. De la même manière, aujourd'hui, certaines féministes constatent que plus l'islamisation même progresse, et plus la liberté des femmes régresse. Donc, on constate que finalement, et finalement, j'ajoute, et le peuple, on continue de le mépriser parce que le peuple, aujourd'hui, vote pour les méchants partis populistes. Donc, on dit, c'est encore pire, il faut le rééduquer. Puis, à défaut de le rééduquer, mais on va espérer qu'il devienne de plus en plus minoritaire pour ne plus nous encombrer. Et l'élite, des fois, tu sais, l'élite s'est extirpée un peu de la culture populaire et s'est arraché une partie d'elle-même, un peu, là. Mais la porte sur le mode de la honte. Des fois, mais on lui rappelle des fois d'où elle vient. Elle se rappelle d'où elle vient. Par exemple, j'ai un exemple parfait, les funérailles de Belmondo. Ouais. Belmondo, au début de sa carrière, a fait des films d'auteur, mais très peu. Là. Il a fait des films de Godard, etc. Rapidement, il a fait des films populaires, très, très populaires, là. Des gros films de police, Allez hop, cascade, etc. Mais je défie n'importe quel Français, d'où qu'il vienne, de ne pas avoir eu la larme à l'œil lorsqu'on a sorti le cercueil de Belmondo, puis on l'a fait traverser la fameuse place publique sur la musique d'Ennio Morricone, là. Tout le monde braillait. Je m'en souviens très bien. Non, mais ça, tu as fait raison. En fait, que les gens veuillent prendre l'ascenseur social, il n'y a rien de plus normal. Vouloir améliorer sa condition, raffiner son goût. Il n'y a pas de mal là-dedans. Approfondir sa culture. Tout ça est très bien. Ce qui est condamnable, c'est le mépris des petites gens, le mépris des origines sociales et surtout le désir, là, c'est très à la mode, c'est temps-ci de parler des transfuges de classe, les transfuges de classe. Là, c'est le thème à la mode. On pourrait parler tout simplement de l'ascension sociale, ça existe et l'essentiel est de ne pas trahir son père ou sa mère. C'est de ne pas les regarder de haut. Il peut y avoir des tensions personnelles ensuite. Mais sur le plan social, l'idée qu'il faudrait renier à chaque génération la génération antérieure parce qu'on se sent désormais si progressiste et évolué, c'est l'autre nom d'une immense bêtise. Exactement. Se souvenir d'où on vient. Oui, bien sûr. Les Québécois, même à l'échelle d'un peuple, disons-moi, il y a deux générations. Enfin, mais les 2-3 générations, on est tous, je reformule autrement, les Québécois francophones, on est tous à 2 ou 3 générations du cul des vaches. Et si c'est pas 2 ou 3 générations du cul des vaches, c'est à 2 ou 3 générations de l'usine au César Spear White. Donc, à un moment donné, il faut juste pas l'oublier non plus, d'autant que c'est en train de nous revenir aujourd'hui à se faire traiter de Kebs dans les écoles de Montréal. Entre Kebs et Klebs, la différence est pas très grande, et se faire ainsi insulter. Donc, c'est la redécouverte, en fait, de ce que nous étions sous le signe d'un mépris. Donc, de temps en temps, le passé éclaire le présent. Mais écoute, est-ce que c'est pas l'inverse au Québec? C'est-à-dire que on snob, on méprise les gens qui sont trop snobs. Je suis pas trop d'accord avec ça. Qui vont trop au théâtre, qui vont trop au musée, puis tout ça. Oui, ça dépend qui. Je vais donner un exemple, moi, qui est un truc qui m'a frappé à l'université. J'avais un prof qui avait
je crois qu'il venait de la Beauce, j'espère pas me tromper. Il avait passé 1 an ou 2 à Paris pour faire son doctorat. Puis il était revenu, puis il avait attrapé un accent qu'il n'a jamais perdu toute sa vie. Donc, il y a quelquefois, chez les élites québécoises, un désir de se... Ils se sont hissés dans la société, puis ils aiment ça dire « Moi, je n'en suis plus du petit monde. Je ne suis plus avec les cutéreux. » Puis je pense que les Québécois sont tout à fait capables d'admirer et d'estimer leurs politiques, leurs intellectuels, leurs journalistes cultivés, tout ça, pour peu qu'ils leur crachent pas dessus. Je veux dire, René Lévesque était un homme tout à fait cultivé. Jacques Parizeau était un homme tout à fait cultivé. On pouvait les être impressionnés, on pouvait ne pas tout apprécier chez eux, mais on les estimait. Lucien Bouchard, je pourrais donner d'autres exemples. Donc, Camille Lorrain. Donc, cela dit, il y a eu dans toute société, puis il y en a aussi au Québec des petites brous. Et ça, ils peuvent être désagréables aussi des fois. C'est-à-dire des gens qui n'ont de préférence culturelle qu'incompréhensible. Des gens pour qui le goût commence par le slovène sous-titré en danois. Bon, moi, j'ai rien contre ça, mais si fondamentalement, bonjour, qui es-tu? Je suis passionné par cela. J'ai vaguement l'impression que tu vas envoyer un message de supériorité. Écoute, on revient au Québec. On va parler de politique. Alex Boissonneau, qui était journaliste pour Radio-Canada, qui est maintenant candidat pour le PQ dans Arthabasca. Alors ça, c'est gros comme nouvelle. Franchement, parce que, bon, premièrement, plusieurs pensaient que Arthabasca, les conservateurs de Duhem allaient l'emporter presque d'un coup, parce que le chef se présente. Et là, le Parti québécois dit non, on est compétitif, puis on présente non seulement un gars qui a une candidature de qualité, mais quelqu'un qui sacrifie quelque chose ouvertement. C'est pas un manque de noblesse de la part du PQ de ne pas avoir laissé la place libre. Non, ça je crois pas ça. On est en démocratie, les différentes options se présentent. Si les indépendantistes sont pas présents dans Arthabasca, que feront les indépendantistes d'Arthabasca? Donc, à un moment donné, tout le monde se bat en politique, que le meilleur gagne. Ensuite, puis moi, j'ai de l'estime pour Duhem. Je suis pas du tout de ceux qui le conspuent, mais ce que je note, c'est que là, avec Alex Boissonneau, c'est une nouvelle génération, au sens large, une nouvelle élite, dans le bon sens du terme, souverainiste qui se construit. Pendant longtemps, le mouvement indépendantiste a été porté par des gens qui disaient « Je ne lâcherai pas, je ne céderai pas, je ne capitulerai pas », mais c'était l'image, quelquefois, du patriote avec sa fourche qui décide de tenir tête à tout prix tout en sachant qu'il ne gagnera pas. Puis il y avait des gens de qualité qui étaient demeurés indépendantistes, mais qui ne croyaient pas que ça se ferait. Puis là, on voit des nouvelles figures. Catherine Gentilcorps, récemment, dans Terrebonne. Maintenant, Alex Boissonneau, on peut s'attendre, si la tendance se maintient, comme dirait l'autre, à voir émerger une nouvelle élite indépendantiste, donc des gens qui décident que l'heure est venue de faire la politique, puis l'heure est venue de faire la politique, pour eux, c'est pas gérer la province de Québec, comme disait M. Landry, c'est rejoindre le camp souverainiste parce qu'ils sentent qu'il y a peut-être la dernière chance historique qu'on a devant nous. C'est-à-dire que si on réalise pas l'indépendance du Québec dans la fenêtre des 10 ans qu'on a devant nous, eh ben, on la fera jamais, puis là, on va avoir un destin de régression minoritaire définitive au Québec. Donc moi, je trouve que c'est assez intéressant comme candidature. Ça annonce, en fait, que des gens de qualité sont prêts à sacrifier beaucoup. Un poste, quand même, de journaliste de référence à Radio-Canada. En plus, je précise que c'est un bon... Moi, je suis très sévère envers Radio-Canada en général, et lui, j'ai toujours eu beaucoup d'estime pour lui sans savoir ce qu'il pensait. Je trouvais que c'est un bon journaliste, franchement, qui avait le souci de l'objectivité, qui n'était pas sur le mode du militantisme prêchi-prêcha de la société d'État. Donc, que des candidatures de valeur rejoignent le camp national à 1 an des élections et à 2 ans peut-être du référendum, c'est pas un détail. Et écoute, en terminant, qui sont allés chercher le PQ à Alex Boissonneau, c'était une petite vengeance vis-à-vis du Bloc qui leur a volé Alexis Deschênes. Ben, vengeance, non. Je pense qu'Alex Boissonneau, pour ce que j'en sais, avait pas l'intention de se présenter pour le Bloc. Alexis Deschênes s'est fait élire pour le Bloc. Il rêvait d'être député, très bien. Il est bien qu'il y ait des indépendantistes de qualité à Ottawa. Il est heureux qu'il y ait un indépendantiste de qualité de plus, probablement, à Québec. Merci beaucoup. Est-ce que tu vas profiter de ton petit passage à Montréal pour manger une poutine? Pas nécessairement, mais si tu le dis, pourquoi pas. Salut Mathieu. Salut.